Bienvenue dans ce 23e numéro de Kiosque. Pour mieux asseoir sa politique de développement, le Tchad doit maîtriser le phénomène de migration externe et interne à son territoire. En la matière, très peu d'études sont disponibles pour combler ce vide et permettre au gouvernement tchadien de comprendre les mouvements migratoires au Tchad. L'OIM, Organisation internationale pour les migrations, propose une étude préliminaire du phénomène des migrations au Tchad. Pour en parler, nous avons invité le coordinateur national du projet OIM, Mahamat Nour Moussa. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gaston. Pour animer le débat, nous avons invité deux journalistes, Togmal David, qu'on ne présente plus, et André Biagzabo, du journal La Voix. Monsieur le coordonnateur, avant de décortiquer votre étude préliminaire au phénomène de migration, dites-nous qu'est-ce que c'est que l'OIM et quelle est sa mission principale. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, c'est une organisation intergouvernementale telle que les autres organisations intergouvernementales où le Tchad fait partie. L'OIM a été créé en 1950 suite aux événements qui ont lié en Europe à l'époque. Et l'OIM s'est transformé d'une forme à une autre jusqu'à ce que l'OIM est devenu l'Organisation internationale pour l'immigration de nos jours. On compte actuellement au-delà de 140 pays membres, où le Tchad aussi a fait partie depuis 2011, suite à la crise libyenne. L'OIM est au Tchad depuis 2010 à travers un accord de coopération que l'OIM avait signé avec le gouvernement du Tchad dans le cadre des coopérations internationales. Et suite à ça, que l'OIM a cet accord que l'OIM a installé son bureau ici à N'Djamena avec de sous-bureaux dans les différentes régions du Tchad où l'OIM intervient à nos jours. L'OIM est là au Tchad présentement dans le secteur d'urgence, mais aussi dans le secteur de développement. Et la mission principale de l'OIM, c'est quoi? Le mandat de l'OIM est cet aspect de la migration. Et quand on parle de la migration, sûrement on parle de la migration avec ses deux volets, immigration et immigration. Mais aussi, pas seulement l'aspect humanitaire et l'assistance d'urgence qu'on amène aux migrants, mais aussi l'aspect développement pour le bien-être des migrants, pour le bien-être de la population de certains pays là où l'OIM est présent. Quand on parle de migration, on parle de déplacement d'une manière générale pour simplifier les choses. C'est pourquoi le réfugié qui traverse des frontières internationales, telles que le cas des réfugiés soudanais qui sont à l'est du pays, tel que le cas de réfugiés centrafricains qui sont au sud du pays, sont considérés aussi et inclus dans cette terminologie de la migration. Mais aussi les personnes déplacées à l'intérieur d'un même pays, d'une même frontière internationale d'un pays, sont considérés aussi des migrants, malgré qu'ils ne traversent pas de frontières internationales. Mais dans ces cas, ces migrants sont considérés des personnes déplacées qui sont connues communément IDPs. Nous avons aussi un autre volet pour ces migrants. Le ressortissant d'un pays qui se trouve en dehors de leur pays d'origine, pour quelconque raison, s'ils ont forcé à regagner leur pays d'origine, on les considère aussi migrants, mais la terminologie le plus utilisée, c'est le rapatrier ou bien les retourner, tel que les cas de retournés de la Libye actuellement, qu'on a eu à gérer avec le gouvernement du Tchad depuis 2011 jusqu'à nos jours. La migration se fait pour des différentes raisons, des mouvements migratoires qui se font pour des raisons géographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons naturelles, pour des raisons sociales. Il y a plusieurs formes de ces causes qui peuvent aboutir finalement au déplacement d'un individu d'un point 1 à un point B. Avant de laisser la parole aux collègues, présentez-nous de manière succincte votre étude. Cette étude qu'on a nommée étude préliminaire du phénomène des migrations au Tchad, cette étude est réalisée par un collègue, l'un des experts de l'OIM, qui s'appelle Antoine Rérol, qui a été déployé par l'OIM Tchad pendant 3 mois pour réaliser cette étude. L'étude a été demandée initialement
par le gouvernement du Tchad, par le biais du ministère des Affaires étrangères, suite à l'adhésion du gouvernement du Tchad à l'OIM, la grande famille de l'OIM, pour faire partie de ces pays membres de l'OIM, ça fait dizaines d'années. Et le Tchad, en tant que pays membre, a bénéficié initialement de cette étude qu'on appelle en anglais country profiling, pour dégager et faire des constats relatifs à la situation de ces phénomènes de la migration dans le pays. Cette étude, l'équipe qui a réalisé l'étude, que j'ai eu le plaisir de faire partie, a sillonné un peu le pays, les différentes zones frontalières du pays, les différentes régions du pays, pour collecter les informations fiables et relatives à cet aspect. Mais aussi, on a basé cette étude sur les études précédentes qui ont été eu à réaliser à travers beaucoup d'autres institutions, soit gouvernementales, soit des acteurs humanitaires. Le but principal de l'étude était vraiment de faire les constats de ces phénomènes et pourquoi pas aussi formuler des recommandations qui peuvent amener à l'intention du gouvernement du Tchad et l'intention des acteurs humanitaires intervenant au pays pour inclure ces phénomènes dans le processus de développement, dans le planning, le plan stratégique du développement du pays, et aussi pour le bien-être des migrants eux-mêmes. Comme vous le savez, le Tchad est un pays de migration par excellence. Le Tchad, à travers plusieurs études qu'on a eu à réaliser nous-mêmes et aussi d'autres institutions, on a constaté que le Tchad fonctionne comme un pays d'origine de migration, et aussi un pays de destination pour le migrant, mais aussi un pays de transit pour le migrant. Nous avons pas mal de ressortissants tchadiens, de compatriotes tchadiens qui gagnent d'autres pays, soit frontaliers, soit des pays d'autres continents. Il y a pas mal de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne qui viennent au Tchad comme un pays de destination pour exploiter un peu les ressources que le Tchad possède. Aussi, le Tchad fonctionne comme un pays de transit, comme je viens de souligner, puisque le Tchad, vit sa position géographique, lie un peu l'Afrique subsaharienne avec les Moyen-Orient et aussi le monde arabe. Donc, ce qui permet aussi l'Afrique du Nord avec l'Afrique du Sud, ce qui permet à l'OIM de jouer, au Tchad, de jouer ses rôles de transit. Et c'est pourquoi on trouve pas mal de colonies des étrangers qui sont résidents régulièrement au Tchad, mais aussi pas mal de ressortissants de différents pays d'Afrique qui traversent le Tchad pour gagner soit l'Europe à travers la Libye, soit l'Arabie Saoudite et le Soudan et l'Égypte pour des raisons religieuses et d'autres raisons d'apprentissage et d'éducation qui poussent ces individus-là à traverser le Tchad et transiter par le Tchad pour gagner ces pays. Voilà, on va progressivement décortiquer le contenu de cette étude. Je donne donc la parole à Togma David. Oui, monsieur le coordinateur, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le résumé que vous venez de faire, résumé relatif à l'étude que l'OIM a menée avec ses experts. Dans cette étude préliminaire du phénomène des migrations au Tchad, il a été relevé que la migration au Tchad s'explique par des raisons beaucoup plus économiques et par la recherche de moyens d'adaptation aux difficultés environnementales. Alors pourquoi dites-vous cela dans votre rapport? Est-ce qu'on peut avoir une raison, une explication un peu plus profonde? Oui, sûrement. Quand on parle de ces raisons économiques qui poussent le Tchadien pour gagner d'autres zones de destination, sûrement pour se permettre à améliorer leur vie. On prend tel que le cas des retournés tchadiens de la Libye qu'on a eu récemment à gérer pendant les 2 derniers ans. Un bon matin, on s'est rendu compte que en Libye, il y a environ 500 000 compatriotes tchadiens qui sont régulièrement là-bas. Il y a pas mal d'eux qui font le va-et-vient, mais il y a une toute génération qui a été née en Libye et qui est résidée en Libye d'une manière permanente et qui se sont adaptés à la culture et la vie sociale libyenne. Donc, suite à la guerre et la crise libyenne, ces individus ont été obligés de chercher les moyens afin de regagner leur pays natal. Je dois ajouter que ces Tchadiens qui sont en Libye, par exemple, qu'on a eu
à rapatrier et ramener au pays le Tchad environ 150 000 en dehors de ces 500 000. La plupart de ces individus, à travers les études qu'on a fait après le retour, dans leurs zones de retour, ce sont des individus de bras valides qui, compte tenu de manque d'opportunités, compte tenu de manque de moyens, ils pensent que la Libye, c'est l'alternative. Et il y a pas mal d'opportunités là-bas. La vie en Libye est beaucoup plus simple. On était considérés et privilégiés en tant que nationaux tchadiens en Libye. Facilement, on peut avoir de boulot. On n'est pas vraiment exigé de montrer de documents et le permis de travail. La plupart de ces individus n'ont jamais fait un N'Djamena. Pour parler de la plupart d'eux n'ont pas de passeport, n'ont pas de carte d'identité. Parfois, il ne faut pas parler de visa dans ces cas. Et du coup, on vante un animal, un dromadaire, un chameau, un bœuf, et puis on peut simplement se transporter en Libye pour bénéficier de ces opportunités présentes en Libye. Mais quel est le poids des retombées économiques dans les pays de départ? Parce que si vous parlez du cas des Tchadiens qui sont allés en Libye, certainement ils sont allés en Libye comme... ils voient la Libye comme un Eldorado. C'est-à-dire qu'ils vont là-bas pour exercer des activités économiques et autres. Alors quelles sont les retombées dans le pays de départ? Parce qu'il y a des familles qui sont restées. Il y a par exemple des bras valides qui sont allés, qui ont laissé des papas, des mamans. Il y a des hommes mariés qui ont laissé peut-être leurs enfants, leurs femmes dans le pays de départ. Alors quelle est la part des retombées économiques dans le pays de départ? À travers le titre qu'on a réalisé dans les zones de retour, nous avons réalisé tout d'abord des études pour nous permettre de désigner et identifier les zones de retour de ces individus-là. Les 150 000 Tchadiens retournés de la Libye, on détient de chiffres exacts de ces groupes. On connaît très bien leur destination finale dans le Tchad profond, dans quelle région, dans quel département, dans quelle sous-préfecture, dans quel petit village ils résident. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avant de partir en Libye, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire en Libye pendant leur présence et séjour là-bas. Donc ces études, on nous a permis de savoir, avoir une idée concrète sur les zones qu'on appelle high return zones, les zones qui ont eu le chiffre le plus élevé. Il faut dire au public que le coordinateur purement anglophone est un peu arabophone. Il fait un effort pour parler français. Oui. C'était vraiment essentiel de dire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié à mentionner cela. Je suis à l'origine arabophone et je me suis adapté récemment à l'anglais. Donc c'est récemment que j'ai commencé à apprendre le français. Et je fais toujours un effort à m'exprimer. Donc veuillez m'excuser si jamais j'ai dit de phrases, de exigences qui ne sont pas un peu... On peut continuer. Voilà. Donc je disais, ces études qu'on a réalisées ont permis à l'OIM d'identifier les zones de retour. Quelles sont les régions et les localités tchadiennes qui ont réussi le chiffre le plus élevé de ces retournés. Pour simplement permettre à l'OIM aussi ensuite d'implémenter des projets de réintégration pour ces individus-là. Des individus qui ont quitté la Libye à partir de zones qu'ils étaient initialement... En fait, le coordinateur, sans vous arrêter, ma question était de savoir, ceux qui sont allés travailler en Libye, ce sont des bras valides, des gens qui ont un certain nombre de savoir-faire, qui ont... Par exemple, un faire-valoir, en fait, un savoir-faire quelque part. Faire quelque chose. Mais pendant qu'ils sont en Libye, est-ce qu'ils ont envoyé de l'argent à leurs familles qui sont restées? Je voudrais revenir sur cet argent-là, en termes de poids, c'est combien? Est-ce qu'ils envoient, par exemple, $500 par mois à leur famille ou bien $1000? Moi, je ne sais pas. Est-ce que l'étude a pu démontrer cela? Effectivement. J'ai voulu quand même donner une idée sur comment on a pu identifier ces zones de retour avant de donner des éclaircissements sur ce point-là. Oui, effectivement, les études qu'on a fait, on nous a permis de savoir l'impact de ces individus sur leur communauté et leur pays pendant leur séjour en Libye. L'étude a montré que pas mal de ces bras valides qui retournaient régulièrement dans leur village natal, dans le Tchad profond, et la plupart d'eux initiaient déjà des infrastructures communautaires, de puits d'eau, de mosquées, parfois des écoles, parfois de dispensaires, d'une manière collective. Et ces séjours qu'ils ont effectués en Libye les a permis aussi, pour la plupart d'eux,
d'améliorer leur propre vie, leur permettre de se marier, d'avoir pas mal nombre de bétail, d'avoir pas mal de pergne pour qu'ils peuvent utiliser ça pendant leur retour. On ne peut pas dire simplement que la majorité de ces individus on a jugé la Libye comme un Eldorado et puis ils voulaient rester là-bas pour tout bon. Il y a des migrants tchadiens en Libye qui en avaient des objectifs bien précis, qu'ils voulaient partir pour 2 ans, pour 3 ans, améliorer la condition de leur vie, entre-temps supporter leur famille et pourquoi pas revenir pour s'installer carrément avec les moyens de bord. Donc on a eu en fait pas mal de signes à travers ces études de consignes qui nous montraient que dans une région telle que le Canem, uniquement dans le Nord Canem, c'est des informations qu'on a pu collecter des autorités et aussi de la communauté là-bas, uniquement dans le Nord Canem, dans le Rigrik, Noukou et Zigueï, ces localités-là, le migrant à Libye de ces localités faisait un transfert mensuel d'environ 150 millions. Hein, c'est leur famille de 150 millions. 150 millions. Ce n'est pas quand même un petit montant pour un département d'une région. Ça veut dire que c'est une région qui a connu beaucoup de départs. Effectivement. Et d'ailleurs, le Canem fait partie de ces 6 régions qu'on a pu identifier comme les zones de retour principales. Le Canem vient d'ailleurs en première position. Donc, si on prend le Canem comme exemple, il y a environ 150 millions qui est transféré mensuellement dans le marché hebdomadaire et il y a des individus avec le mallette qui venaient. Ils connaissaient déjà tout le monde. La famille de telle personne qui est à Bankazi, par exemple, qui a transféré un montant de, disons, 100 000 francs CFA à sa famille qui est dans un petit village dans le Nord Canem et sa famille qui doit venir au marché hebdomadaire de Noukou ou bien de Zigueï ou bien de Rigrik pour collecter à travers des procédures bien déterminées. Donc, il y avait quand même une contribution de ces individus pendant leur séjour en Libye. Dans l'étude préliminaire du phénomène des migrations au Tchad, il est mentionné que les mouvements migratoires internes au Tchad se font beaucoup plus du nord vers le sud à cause des richesses de terre ou bien du dynamisme des activités économiques. Alors, dites-nous, ces mouvements constituent-ils une potentialité pour les zones d'accueil ou bien plutôt un problème? Là, c'est une question très compliquée, mais je vais essayer quand même à répondre selon les constats faits par l'étude. Effectivement, comme je viens de souligner au début du programme, la mission a sillonné presque la plupart des régions du sud du pays. Et c'était constaté, pour confirmer ce que vous venez de dire, c'était constaté clairement qu'il y a une migration interne qui s'est faite du nord du pays et de l'est et l'ouest du pays vers le grand centre urbain du sud du pays. Mais généralement pour exercer voilà, les activités commerciales. C'est toute une ville, la plupart de villes et les grands centres urbains dans le sud du pays qui est en train de se transformer. La composition démographique et tout ça est en train d'être changé compte tenu de présence de compatriotes tchadiens de différentes régions du Tchad qui s'installent d'une manière définitive dans des villes comme Moundou, Sar, Komra et Bongor et Pala, pourquoi pas Kelo. C'est des facts et c'est des vérités qu'on a vu avec nos propres yeux. Mais ces individus n'ont jamais perdu ou bien arrêté la connexion ou bien se déconnecter avec leur zone d'origine. C'est les cas sociaux et les différentes cérémonies et tout ça qui lient ces individus-là avec. Mais aussi, il y a de bras valides qui se déplaçaient des différents coins du Tchad vers le sud pour exploiter un peu les richesses disponibles dans le sud du pays, surtout quand on parle de la terre qui est disponible et qui est vraiment fertile et qui est productive. Donc il y a pas mal de ces individus aussi qu'on a constaté à travers l'étude qui s'est déplacé pour exploiter cette opportunité. Et ça me permet de revenir sur l'adaptation, l'adaptabilité, voilà. Là, c'est dur même pour le francophone apparemment. donc c'est un peu gênant le fait de voir les originaires du sud du pays, le bras valide du sud, au lieu d'exploiter leur propre terre, dans leur propre zone, dans leur propre communauté, se déplacent vers le grand centre urbain pour exercer de métiers. L'exode rural. L'exode rural, effectivement.
pour exercer des métiers qui ne sont même pas rentables, au lieu de vraiment exploiter les richesses qui sont disponibles dans leur zone d'origine. Donc, l'étude, quand on parle de ces recommandations dans un petit pays, l'étude a aussi formulé pas mal de recommandations à l'intention du gouvernement pour initier de projets communautaires et des projets de collectivités et de groupements pour permettre à ces jeunes bras valides qui perdent leur temps dans le grand centre urbain en exerçant des métiers qui ne sont pas rentables, pour leur permettre vraiment de faire ce qu'ils font dans ces centres-là, dans leur zone d'origine. Hein, rester à côté de la famille, prendre soin de la famille, mais aussi faire un métier qui est rentable et qui a de valeur et qui peut contribuer éventuellement à l'économie du pays. Donc ça fait partie déjà de ces recommandations qu'on a pu formuler. D'accord. De même, hein, par rapport à ce que vous dites, on constate qu'à l'heure où le gouvernement veut faire d'une de sa priorité le développement du monde rural, des jeunes, des bras valides quittent les zones à vocation agro-pastorale pour venir dans les villes. C'est bien évidemment un manque à gagner pour ces zones. Alors, comment l'État peut arrêter ce phénomène? Est-ce que l'OIM a un peu une vision sur cette manière? Oui, Dans le même sûrement. ordre d'idée, hein, Oui. un mouvement migratoire interne, hein, comme il l'a dit, occasionne dans les zones rurales une grande diminution de la main-d'œuvre disponible. Alors, vous, au niveau de l'OIM, il vous arrive de financer aussi des projets. Donc, quelle peut être votre contribution à ce niveau? Si le gouvernement doit mener peut-être des projets communautaires, quel va être votre apport, vous, en tant qu'organisation internationale? C'est une question très pertinente. Allez-y. Et merci d'avoir posé cette question. L'OIM possède et détient une expertise dans ces domaines de la migration qui est déjà mis à la disposition du gouvernement du Tchad. C'est tout d'abord le gouvernement du Tchad qui a fait venir l'OIM pour vraiment mettre cette expertise-là à sa disposition et l'aider et l'épauler à identifier les gaps et pourquoi pas implémenter des projets et apporter des soutiens et des supports techniques au gouvernement pour faire ce travail-là. Et d'ailleurs, c'est qu'on fait actuellement dans la plupart des zones de l'Est et le nord du pays. Il y a des projets communautaires qui sont destinés aux retournés de la Libye, qui permet à ces communautés, avec des enveloppes accordées par le bailleur des fonds et l'OIM, qui permet à ces communautés d'identifier 2 ou 3 projets communautaires le plus sollicités et demandés et qui vraiment répond à des besoins essentiels dans ces communautés-là pour permettre à l'OIM, avec son expertise, d'implémenter ces projets-là. On est là actuellement, on est en train de faire ce travail dans le Sila, à Mdirema et à Gosbeida et aussi à Mdam. On est là dans le Wadaï, à Abdi et dans la Sunga d'une manière générale, à Adré, à Farshana. Et nous sommes aussi dans le nord du pays, à Gourou, à Onyanga Kabir. Donc, ces modèles de travail qui est en train d'être implémenté peut-être sûrement aussi prendre lieu dans le sud du pays. C'est l'occasion de dire que l'OIM est présent au Tchad uniquement pour le dernier 3 ans, vu qu'on est là, on est installé officiellement en 2010, en janvier, à travers un accord de coopération avant que le Tchad adhère officiellement à l'OIM et devenir un pays membre. Donc, on est là vraiment nouvellement au Tchad pour juger la présence de l'OIM un peu partout dans les Tchad profonds. Mais il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a déjà un planning dans le cadre de la migration qu'on est en train de voir et négocier avec le gouvernement pour mettre cette expertise-là à la disposition du gouvernement. Monsieur le coordinateur, par rapport aux migrations externes, quelles sont les destinations privilégiées des Tchadiens? Est-ce qu'on peut capitaliser cela en termes de ressources économiques? Voilà, c'est l'occasion de parler d'un projet aussi qu'on est en train d'implémenter actuellement, c'est qu'on appelle MIDA, la migration pour le développement. Un projet conjoint avec le PUNIT et en partenariat nous avons la Prémature et le ministère de Plan. Un projet qui permet aux Tchadiens migrants qualifiés qui sont à l'extérieur du pays de regagner leur pays, soit temporairement pour des missions un peu temporaires de quelques mois ou bien permanentement avec des mesures d'accompagnement
pour permettre à ces individus qui ont fait l'étranger pendant longtemps, qui ont eu des qualifications académiques et d'expérience profondes dans leurs domaines respectifs, de venir au pays et contribuer au développement du pays. Donc, ces projets en cours actuellement, on a fait venir, peut-être vous avez eu à suivre ça dans le média, on a eu déjà à rapatrier temporairement une dizaine de médecins et des cadres enseignants des universités. Et dans le secteur pilote que le gouvernement a identifié, l'enseignement supérieur et la santé publique. Donc, ces individus, même actuellement là où je parle, il me semble qu'il y a des missions qui sont en cours. Ces individus, ces migrants, ces experts tchadiens viennent pendant leurs congés, pendant leurs vacances, pour épauler leurs collègues sur les champs en termes de transfert de technologie et transfert de connaissances qu'ils ont pu acquis pendant leur séjour à l'extérieur. Pour parler de destination principale, revenant à votre question, M. Ngarestajim, la destination principale de Tchadiens sont les pays voisins dans le plupart. À travers ce qu'on a pu constater, le Tchad n'a pas eu l'occasion de se rendre dans ces pays des destinations de Tchadiens, mais on a eu l'occasion d'interroger le mission diplomatique accréditée ici au Tchad et la plupart de ces pays voisins, tels que le Soudan, le Cameroun, la Centrafrique, et aussi le Niger et le Nigeria, et aussi la Libye. La mission aussi a eu à interroger les autorités, les hautes autorités tchadiennes qui s'occupent, je parle du ministère des Affaires étrangères, et on était donné pas mal d'informations sur les destinations principales des Tchadiens. Et je peux confirmer ce qui a été confirmé par le TUD, que les destinations finales ou bien les destinations d'immigration pour la plupart des Tchadiens, ce sont les pays voisins. On a parlé déjà de 500 000 Tchadiens qui sont en Libye. Et au Soudan, on a environ le même chiffre. Moi, j'ai fait le Soudan pendant 9 ans. C'est là-bas où je suis allé à l'université. Et mon étude, en fait, la recherche que j'ai eu à réaliser pour obtenir mon master degree, c'était sur la migration de Tchadiens vers le Soudan à travers l'histoire. Et je peux confirmer simplement en tant qu'enseignant-rechercheur, pas forcément l'OIM, mais en tant qu'enseignant-rechercheur qui a eu à réaliser des études là-dessus, qu'au Soudan, il y a au moins ces 500 000 Tchadiens, voire plus. En République centrafricaine, il y a des chiffres pareils. Au Cameroun, c'est un peu pareil. Et c'est là vraiment dû à ces contextes vraiment particuliers du Tchad qui est... Il y a beaucoup de Tchadiens en Arabie Saoudite aussi, là. Oui, bon, l'Arabie Saoudite, on entend parler souvent, mais quand même, ce n'est pas des chiffres éclatants. Vu qu'il y a de déportations, il y a d'une manière régulière, il y a une toute génération qui a été née en Arabie Saoudite et il y a pas mal aussi de Tchadiens qui partent pour des raisons religieuses et qui ne reviennent pas. Mais le chiffre qu'on a eu, ce ne sont pas des chiffres exacts, mais on parle de 40 000 Tchadiens. Et j'imagine ces 40 000 sont le Tchadien séjourné officiellement en Arabie Saoudite. Mais bon, si on parle d'une manière générale de ces migrants tchadiens réguliers, légaux, et on parle sûrement de beaucoup plus que ça. Mais le chiffre vraiment le plus inquiétant, c'est en Libye, au Soudan, en Afrique en RCA, au Cameroun et au Nigeria. Et c'est là dû, comme je viens de dire, c'est là dû à ces contextes particuliers et privilégiés du Tchad, étant sa situation géographique, et aussi ces populations à cheval entre le Tchad et ses pays voisins. Parfois, dans l'est du pays, généralement, on ne peut pas dire qui est soudanais et qui est tchadien. Et c'est déjà le problème que la communauté internationale on a eu à faire face pendant l'arrivée massive de réfugiés soudanais au Tchad. C'est le même cas au sud du pays. Dans le camp de réfugiés à Gondé et à Mboko, de femmes tchadiennes purement arabes de Salamat, mais qui te parlent Songo. Elle était née en Libye, et tu peux pas, elle détient de cartes d'identité nationale et de documents centrafricains. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas centrafricaine. Elle est centrafricaine malgré nous. Chez les Sarakaba, c'est un peu pareil. Donc, les Sarakaba, c'est où? Ils vont où? C'est un tribut, j'imagine, qui est aussi commun entre la Centrafrique aussi, qui sont présents dans le camp de réfugiés actuellement en tant que centrafricains.
C'est le même cas chez les Tama, chez les Ahawa, chez les Rizegat, chez les Taïcha, c'est les... Le Maba aussi, c'est un peu pareil. Donc on a au nord, avec la Libye, on a les Toubos. Hein, les Toubos qui sont tantôt libyens, tantôt tchadiens, tantôt nigériens. Et c'est à travers les documents qu'il détient qu'on peut dire cet individu est tchadien ou bien libyen. Malgré qu'il peut avoir de double nationalité, pourquoi pas des triples si la loi permet. Donc, cette situation privilégiée du Tchad a permis d'avoir ces chiffres le plus élevés dans ces pays voisins. Et c'est déjà des richesses pour le Tchad à exploiter, à gérer pour le bien-être et le développement de ces pays. Monsieur le coordinateur, l'étude, un paragraphe de cette étude-là dit que la migration au Tchad est beaucoup plus historique. Vous venez même de le répéter encore. Mais est-ce que ce ne sont pas plutôt les crises du Darfour au début des années 2000 et la situation en RCA ou tout dernièrement en Libye qui sont à l'origine de la dynamique migratoire au Tchad? Parce que le Tchad, ce n'est pas un grand pays de migration comme c'est le cas au Mali, Sénégal, où c'est des grands voyageurs qui changent de continent à la recherche de l'Eldorado ou autre. Alors, est-ce que ce ne sont pas plutôt ces événements sociopolitiques là qui ont été à l'origine de la dynamique migratoire dans notre pays? Vous avez parfaitement raison aussi. Hein. Vous avez parfaitement raison, puisque les deux sont des arguments valables. Le Tchad, à travers son histoire profonde, a connu des civilisations. Le Tchad n'est pas créé récemment, et je l'ai dit en tant que Tchadien, le Tchad n'est pas créé récemment après le 1960, après l'indépendance. Le Tchad a existé toujours à travers les différents empires et royaumes tchadiens qui ont existé il y a cela des centaines d'années. Et à l'époque, il y a toute une civilisation, il y a toute une communauté qui était moderne à l'époque, qui est bien éduquée, qui a la culture chez les Bagirmi, chez les Wadai, chez l'empire Kanem-Borno. On avait déjà des États et une civilisation qui avait ces relations diplomatiques avec le royaume existait à l'époque. On a coiffé presque toutes ces bandes de l'Atlantique jusqu'au le mer Rouge. Donc, il y avait déjà une civilisation qui a permis aux Tchadiens à l'époque de faire les déplacements. Le Tchad, si on prend le cas de la Mecque, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est à partir du royaume Kanem que le Tchadien avait l'habitude d'amener la couverture de Kaaba à l'époque. C'était une contribution qui était faite uniquement par les Tchadiens dans cette zone. Donc il y avait déjà la migration bien historique, mais il faut dire aussi que ce que vous venez de mentionner a approfondi la situation et a permis aussi, ou bien a obligé les Tchadiens de nos jours, pour se déplacer vers le pays voisin. Et d'ailleurs, les différentes crises intercommunautaires, et les guerres civiles et les désastres naturels, ce sont des causes bien connues pour ces types de déplacements. La plupart de Tchadiens, si on prend le cas de la Libye, par exemple, c'est l'environnement désertique, le manque de sources dans le désert, et aussi les éléments attirants en Libye en termes de salaire, opportunités de travail, une belle vie, de maisons, un peu l'idéologie sociale qui permet à chaque individu résident en Libye d'avoir au moins une maison, l'électricité, pourquoi pas des climatiseurs. C'est un peu attirant. C'est ce qui a permis à tous ces individus-là de partir. Le Soudan, par exemple, c'est le série de guerres qu'on a eu pendant le dernier 60 ans. On n'a pas connu la guerre récemment au Tchad. Je l'ai dit encore, en tant que Tchadien, c'est depuis Frolina qu'on a commencé la guerre. Et c'est récemment, dans les derniers
je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on a eu une sorte de stabilité. Donc tous ces conflits armés, ces conflits intercommunautaires qui ont obligé et poussé les Tchadiens de ces zones frontalières à s'émigrer et à se déplacer dans d'autres pays. Oui, restons toujours dans le contexte démographique. L'OIM marque ou mentionne dans son étude que le taux annuel d'accroissement démographique au Tchad est de 3,6%. Elle en déduit que d'ici une vingtaine d'années, il y aura un doublement de la population. Alors, d'après les expériences que vous avez eues lors de vos études dans certains pays, est-ce qu'un tel taux est quand même favorable pour le développement d'un pays comme le Tchad? Les deux options sont valables. Ça peut être vraiment si on arrive à bien gérer, à bien encadrer et accorder des mesures d'accompagnement pour ces doublements. C'est bien des richesses pour le Tchad qui peut contribuer éventuellement au développement de ce pays, plus en plus. Mais si on ferme le yeux et qu'on n'arrive pas à bien gérer la situation, ces doublements, si on arrive à bien gérer, c'est des richesses pour le Tchad. Simplement, d'ailleurs, en 1990, peu avant 90, dans les années 80, les Tchadiens étaient environ 5 millions à 6 millions. Moins que ça. Moins que ça. Ouais. Donc, 20 ans après, en 2000, les derniers recensements s'est fait en 2009. En 2009, on était à 11 millions. Ouais. Donc, environ 20 ans, 22 ans, le chiffre ont doublé. Ce qui veut dire aussi, dans 20 ans encore, les Tchadiens seront vers le 25 millions, si ce n'est pas plus. Si on parle actuellement de 11 millions, on parle déjà dans 20 ans de 22 millions, 23 millions, voire pourquoi pas 25 millions avec le rythme en cours. Donc ça, si on ne capitalise pas, si on ne l'inclut pas dans nos pensées déjà, dans nos réfléchis, si on ne projette pas dans nos plans, ce qui veut dire 20 ans après, on se rend compte un bon matin que les Tchadiens sont devenus nombreux et que les infrastructures qu'on a pu planifier ne suffisent plus. Il n'y a pas d'emploi. Et c'est là, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'emploi. Et c'est là, peut-être de bonnes raisons pour de conflits intercommunautaires et des conflits. Donc actuellement, l'OIM est présent. Pour augmenter la pression sur les terres cultivables comme l'environnement. Effectivement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs à travers cette étude. Et j'ai saisi l'occasion pour dire que je ne parle pas pour le gouvernement, mais je suis de l'humanitaire, de la communauté humanitaire. Mais déjà, le fait que le Tchad fait appel à des organisations telles que l'OIM et décide d'y adhérer carrément et devenir un pays membre et demander ce type d'études pour se réaliser, c'est déjà un bon début. Il y avait pas mal de débuts qui ont été déjà commencés. Et l'OIM vient en fait en collaboration avec le gouvernement du Tchad d'ajouter, d'approfondir et d'élargir ces débits-là pour dégager ce type de recommandations qu'on est en train de parler là-dessus pour qu'on puisse dans le prochain futur inclure et projeter ces débats et ces types d'inquiétudes et de préoccupations dans nos plans et dans nos stratégies. Dans l'étude, vous avez aussi évoqué le fait qu'on a des difficultés pour contrôler nos frontières. Et comment se présente la situation d'une manière exacte? Et là, ce n'est pas seulement l'OIM qui le dit, mais c'est les responsables et les officiers du gouvernement qu'on a eu à interroger qui confirment ces faits. Et les Tchadiens peuvent constater simplement qu'avec ces frontières largement ouvertes parfois, et aussi compte tenu du manque de ressources humaines, compte tenu du manque de matériel, de la technologie avancée, pour contrôler ces frontières-là, on a de problèmes sérieux au Tchad. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a suggéré au gouvernement tchadien, parmi l'ensemble des activités que l'OIM a l'expertise là-dessus et pourra éventuellement le mettre à la disposition du gouvernement du Tchad, ce qu'on appelle border management. C'est tout un ensemble de projets qu'on appelle gestion des frontières
qui permet à l'OIM, qui possède un centre spécialisé à Mouchi en Tanzanie dans le cadre de renforcement des capacités en termes de gestion des frontières, qui permet à l'OIM à travers ses institutions et son expertise d'implémenter des projets sur les différents points frontaliers du Tchad qui permet aux autorités, à la police de la migration et la police d'une manière générale d'avoir des chiffres fiables et aussi de contrôler effectivement ces frontières, puisque ces installations et ces équipements permettront pas seulement de photocopier le passeport et le travel document, le laissez-passer et tout ça, mais aussi de les scanner et les envoyer, les connecter directement dans un centre qu'on appelle Hub, qui pourra être éventuellement ici au commissariat central ou bien là où le gouvernement du Tchad voudrait le mettre, qui permet sur le champ, au même moment où l'individu ou bien les migrants fait cette traverse de frontières, d'avoir toutes ces informations et ces renseignements au niveau du commissariat central à la direction de l'immigration. Toutes les informations sont centralisées et cela permettra aux autorités à analyser ces informations-là et avoir des chiffres fiables dans le... Et c'est des centres de gestion de frontières compris sur le point frontalier qui est équipé des ordinateurs, par des ordinateurs, de photocopiers, de scanners, de l'internet, des groupes électrogènes compte tenu du manque d'électricité dans certaines de ces localités, et la formation des officiers de la police et la gendarmerie qui travaillent là-dessus. Mais je voudrais dire aussi, l'OIM n'est pas un bailleur de fonds. L'OIM est une organisation qui implémente des projets suite aux donations généreuses de bailleurs de fonds partenaires du Tchad. Donc, on est là-dessus, le processus est en marche et éventuellement, si jamais l'OIM possède de fonds qui lui permettront, suite à la demande du gouvernement du Tchad de faire un tel travail, ça sera fait. Et d'ailleurs, d'autres partenaires ont commencé à l'aéroport international Hassan Diamous un travail pareil et sûrement qu'on va capitaliser et prendre le relais à partir de ces points-là. Oui, monsieur le coordinateur, l'étude dit qu'en dehors de contrôle systématique à l'entrée, à l'aéroport, au niveau des frontières terrestres, que ce soit en Guéli, un peu partout, à l'entrée avec le Soudan, la Libye ou encore à NCA, il n'y a pas un système de contrôle de papier assez réglementé. Une migration dans un pays, si elle est maîtrisée, organisée, structurée, peut-on être un facteur de développement pour ce pays-là? Or, le cadre légal en matière de migration est vraiment restreint, hein, disons obsolète ou encore presque inexistant, si on n'exagère pas avec le terme. Comment votre organisation peut aider le Tchad à se doter d'une législation nationale en matière de migration qui est adaptée aux réalités politiques actuelles? C'est ce qu'on a fait à travers cette étude et j'imagine que le ballon est dans le camp du gouvernement et on est là prêt à apporter la contribution technique et légale demandée. Et ce n'est pas seulement au Tchad, mais on l'a fait un peu partout dans le pays qui ont des contextes un peu pareils au contexte tchadien. On a eu à supporter différents gouvernements. Quel est le contexte tchadien? Les contextes tchadiens, quand on parle de cadre légal précisément, on a des législations datées de 1961. 61, merci, voilà. Voilà. Donc on a des législations datées de 1961 et qui ne sont pas actualisées depuis lors, j'imagine. C'est un décret. C'était un décret à l'époque. Ouais. Donc il n'y a pas une législation en tant que telle. Et la compréhension générale, malheureusement, de Tchadiens, d'une manière générale, je fais partie, on limite la migration en termes de carte d'identité et passeport et avoir carte visa et carte de séjour et laisser passer. Pourtant, la migration, c'est complètement un champ qui comprend ce que je viens de citer, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et la migration a des impacts sûrement positifs que négatifs. Mais si on arrive à bien gérer les choses, si on arrive à bien adapter les législations qui permettent à organiser ces domaines-là, sûrement le Tchad bénéficiera de ces mouvements migratoires. Je voudrais trouver quelque chose à redire sur cette histoire de migration. Surtout quand on parle du contrôle aux frontières. On sait que d'ici 2014,
les pays de la CEMAC envisagent de laisser libre circulation aux personnes et des biens dans cette zone. Alors, est-ce que ce contrôle ne sera pas rendu plus difficile avec ce qu'on appelle cette libre circulation des biens et des personnes? C'est-à-dire, je n'ai pas bien saisi la question. Oui, si vous me comprenez bien, tout à l'heure, notre souci, et surtout le souci de David, était que si les contrôles ne sont pas bien maîtrisés, on peut se retrouver avec un nombre important d'étrangers au Tchad, tout comme un nombre important de Tchadiens qui se retrouvent à l'étranger. Ouais. Alors, ce qui pourrait constituer soit une potentialité, soit un problème. Or, d'ici 2014, les pays de la CEMAC envisagent laisser libre circulation aux personnes. Ouais. Est-ce que la libre circulation des personnes ne peut pas rendre les contrôles aux frontières difficiles? En fait, cet aspect de la libre circulation qui sera mise en œuvre très prochainement doit nous ouvrir les yeux grandement aux challenges et aux défis qu'on va faire face dans bientôt. Oui. Ah, et c'est pourquoi, surtout qu'on est dans une région qui est vraiment flamande, si je peux dire, je ne sais pas si le terme est approprié. Étant dans une telle zone, doit forcément motiver et le gouvernement et la communauté internationale et le partenaire de développement à ouvrir les yeux grandement sur ces phénomènes et essayer de mettre sur place ce qui permet, les mesures nécessaires qui permettent au gouvernement du Tchad pas à compliquer et rendre difficile le déplacement, mais c'est plutôt des facilités sans avoir des aspects négatifs sur cette flexibilité. Non, mais justement, quand les entrées, par exemple, peuvent générer des ressources, le gouvernement ne peut pas laisser des gens entrer comme ça librement. Il faut que l'État tire profit. Parce que l'État, c'est aussi une entreprise, hein, dans une certaine mesure. Ce qu'on doit comprendre, malgré que je ne suis pas spécialisé là-dessus, mais ce qu'on doit comprendre, l'État pourra éventuellement perdre certains revenus qui enrichissent le trésor. Voilà. Mais par contre, on bénéficie de cette migration qui pourra avoir un impact positif sur le Tchad. En d'autres termes, c'est l'immigration choisie, comme c'est le cas en Europe. Pas forcément. Choisi, pas forcément. Quand on parle de libre circulation, on parle déjà de grandes entreprises. Hein. Pourquoi focaliser la vision sur seulement des individus qui traversent les frontières? Pourquoi pas penser à des grandes entreprises qui vont s'installer au Tchad et qui enrichissent le marché d'emploi, qui créent d'opportunités pour les jeunes Tchadiens, qui peuvent être bénéfiques pour l'économie tchadienne. Ah, il y a cette vision aussi. En ce qui concerne la CEMAC, il faut dire également qu'il y a le passeport CEMAC qui est là. Donc l'entrée n'est pas totalement libre. Ouais. C'est au vu de la présentation de ce passeport. Voilà, quand on parle de libre circulation, on ne parle pas forcément de ni vie ni... Non, ces individus seront vus et examinés. Et voilà, ça serait beaucoup plus flexible. Et la permission est déjà là, les réglementations sont déjà là. Mais ça serait libre, mais pas libre en tant que... Monsieur le coordinateur, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Nous avons engagé un débat nourri autour de votre document. Maintenant, dites-nous quelles sont les grandes recommandations que vous avez donc adressées au gouvernement ou bien aux entités, des institutions pour que la situation puisse changer et que pour qu'on puisse intégrer donc le phénomène de migration dans le cadre du développement du Tchad. On a formulé d'abord des recommandations principales à l'intention du gouvernement du Tchad et d'autres recommandations qui sont beaucoup plus détaillées. Et ces recommandations font partie de l'annexe de document principal. On a parlé initialement, d'une manière générale, on a recommandé au gouvernement d'ouvrir tout d'abord un dialogue sur la question de la migration à travers les différentes institutions gouvernementales. Et cela pourra inspirer le gouvernement à désigner des points focaux, surtout le ministère concerné. Quand on parle de la migration, on parle du ministère de plan, on parle des affaires étrangères, on parle de l'action sociale, on parle de la santé, on parle de la sécurité publique, on parle de la police nationale. Donc le fait de désigner des points focaux dans les différentes institutions gouvernementales et ouvrir un débat et de dialogue là-dessus permettra déjà à faire ce qu'on appelle l'awareness raising, la sensibilisation, voilà. La sensibilisation dans ces cadres-là, pas seulement au niveau du public, mais aussi au niveau de responsables mandatés par la gestion de ces phénomènes.
On avait aussi recommandé au gouvernement d'une manière générale de mettre sur pied une institution ou bien actualiser les institutions qui sont fonctionnelles actuellement et les mandater par ces volets de la migration pour renforcer la capacité et doter ces institutions-là par la nouvelle technologie avancée dans le cadre de la migration pour permettre au moins dans un premier temps d'avoir les chiffres fiables là-dessus. Quand on parle de chiffres, on ne sait pas de quoi on parle et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais d'une manière détaillée ou ramassée peut-être, on a recommandé le fait d'améliorer la direction de l'immigration au niveau de la police nationale. Si je comprends bien le structure, la migration au niveau de la police nationale, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui est tantôt au ministère de la Sécurité publique et l'immigration, tantôt au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Actuellement, on a levé la migration. Je ne sais pas, je me demande pourquoi, puisque c'est un volet très essentiel que le gouvernement doit vraiment mettre l'accent là-dessus, l'actualiser et l'élargir en termes de mandat et responsabilité au lieu de le limiter. Et si je comprends bien la situation de la migration, la direction de l'immigration actuellement, c'est une sous-direction au niveau de la police nationale. J'imagine qu'il n'y a même pas une direction spécialisée en termes de migration au niveau du ministère, dans l'hiérarchie et l'organigramme du ministère. C'est la police nationale qui s'occupe de ces volets et c'est beaucoup plus le visa, le passeport, le laissez-passer et le séjour. Donc ça, c'est une recommandation. Dans certains pays, la migration est confiée à des ministères. L'OIM opère dans des pays où la migration est un ministère complètement différent de l'intérieur, complètement différent de la sécurité publique. Dans d'autres pays, ce sont de grandes institutions qui gèrent la migration sous l'hierarchie du cabinet de Premier ministre ou bien la présidence de la République. Donc on avait recommandé aussi d'améliorer cette institution de la migration pour le mandater avec de vastes responsabilités et le doter avec les moyens. Ça, c'est en ce qui concerne la restriction du ministère. Mais aussi, on a recommandé le fait d'inclure les différentes dimensions à travers le point focal qu'on a suggéré de les désigner dans le différent plan du différent ministère. Inclure ces phénomènes-là en tant qu'un phénomène à aborder dans le cadre de développement. Mais aussi aux affaires étrangères, par exemple, à l'époque, il y avait une direction de Tchadiens de l'étranger qui n'existe plus, j'imagine, et qu'on a recommandé, c'est qu'on permet à cette direction-là de faire partie de l'organigramme du ministère des Affaires étrangères pour veiller à suivre un petit peu et avoir la relation et la gestion de Tchadiens à l'étranger. Et aussi, pourquoi pas contribuer et prendre le guide avec les autres ministères et les institutions concernées pour évoquer cette question de la migration et travailler là-dessus. On a recommandé le renforcement des capacités pour le personnel existant actuellement. Et je dois mentionner qu'au ministère des Affaires étrangères, actuellement, il y a un point focal migration et développement qui exerce ces fonctions et avec lequel on a de bonnes relations, on a de bonnes coopérations. Donc, le fait de désigner les points focaux, ça va s'ajouter à cette initiative que le ministère a déjà pris. On a aussi parlé de renforcement des capacités de ces structures. Voilà. Et on a parlé aussi, et c'est très important, d'adapter une législation et un plan d'action dans le cadre de la migration. Et c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à réfléchir là-dessus avec les ministères concernés. Dans bientôt, vous allez entendre de bonnes nouvelles. En termes de migrants tchadiens à l'étranger, on avait aussi recommandé de mettre l'accent sur le transfert de fonds. Actuellement, on travaille déjà avec le ministère du Plan et les autres institutions sur le retour des migrants tchadiens qualifiés. On a commencé par la France et ça va inclure d'autres pays, les États-Unis, Canada, le Soudan à côté, le Cameroun, l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Mais on a aussi recommandé qu'on doit mettre l'accent sur le transfert de fonds.
c'est pas forcément tous ces individus tchadiens sont à l'étranger pour chercher d'opportunités de travail. Il y a pas mal de Tchadiens qui ont de grandes entreprises et qui est en train de créer d'opportunités d'emploi dans le pays de résidence, d'accueil. Donc le fait de permettre à ces individus-là de regagner leur pays avec leurs grandes institutions financières et avec leur capital, ça va sûrement impacter positivement l'économie tchadienne, aussi permettre dans le cadre des sensibilisations, il y avait des recommandations dégagées et aussi l'actualisation du décret de 1961, voilà, qu'on vient de parler là-dessus. Et il y a d'autres recommandations détaillées, mais j'imagine qu'on a déjà épuisé le temps. Oui, voilà, on a pratiquement épuisé le temps, mais une petite question. Vous disiez dans le document, tel aspect de la question n'a pas été approfondi, faute de temps, telle question n'a pas été abordée. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à une autre étude, parce que vous l'avez intitulée même étude préliminaire? Effectivement. Quand on parle d'études préliminaires, c'est qu'il y aura des études approfondies et on est en train de s'organiser là avec notre siège à Genève pour avoir beaucoup plus de fonds pour approfondir cette étude et l'élargir pour couvrir aussi le pays étranger et aussi voir pourquoi pas la présence des Tchadiens dans le zone d'accueil le plus connu. Merci, monsieur le coordonnateur. C'est la fin donc de cette émission. Ce 23e numéro de Kios qui a reçu comme invité le coordinateur national du projet OIM, Mahamat Nour Moussa. Merci également à Togmal David, merci à André Biagzabo. C'est la fin donc de cette émission. À la prochaine occasion. Au revoir.